Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la RTS, 20h, le journal. Voici les titres. Refonte du fichier électoral, carte d'identité communautaire, scrutin du 4 septembre prochain. Les gouverneurs et préfets du Sénégal autour du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, préparent l'administration territoriale à ces échéances. Première étape, l'élection des hauts conseillers. Ce soir, nous nous intéressons au mode de scrutin qui va élire les membres de cette institution. Couleur du Sénégal, la série se poursuit ce soir. Destination Tambacounda pour parler d'un rite Djola, loin de la Casamance, le Boukout, dans cette ville peuplée en majorité de Pelé de Mandingue, un Little Moulamp, le village qui vient d'organiser sa traditionnelle cérémonie d'initiation 36 ans après. Nous y étions, nous y restons. Les îles du Saloum à Dionewar précisément, une île aux mille et une richesses et une légende autour du mot Sangomar, rendu célèbre par le président poète Léopold Sédar Senghor. Au cœur de nos cultures, c'est aussi ces représentations et croyances autour des jumeaux, Ousseynou Hassan, Adama Awa. Plusieurs significations sont données à la naissance de mêmes personnes qui se ressemblent souvent comme deux gouttes d'eau, complices dans la vie, adulées. Les jumeaux, les jumelles sont à la une ce soir. Bonsoir et bienvenue à tous. Rencontre de partage sur la refonte du fichier électoral, la carte d'identité communautaire et l'élection des hauts conseillers prévue le 4 septembre prochain. Le ministre de l'Intérieur a réuni les gouverneurs et préfets du Sénégal afin d'échanger sur ces rendez-vous. Thierno Ahmadossi. 45 préfets, 14 gouverneurs face au ministre de l'Intérieur. Ces rencontres de partage est axée sur 3 points. La refonte partielle du fichier électoral, mise en exergue. On va partir quand même du fichier existant qui va servir effectivement donc de base. En plus de ça, effectivement, un élément important justement c'est la présence physique, disons, de la personne. D'abord, je rappelle que c'est une opération qu'on va faire en même temps, à 2 opérations qu'on va unifier. C'est-à-dire c'est une opération de délivrance d'une carte d'identité communautaire, mais aussi en même temps la délivrance d'une carte d'électeur. Donc c'est une opération de refonte et en même temps une opération donc de délivrance d'une carte d'identité. En 2017, les Sénégalais auront une carte d'identité biométrique CEDEAO. Gouverneurs et préfets vont jouer un rôle majeur dans le processus. Le ministre de l'Intérieur leur en parle. Nous avions prorogé l'essentiel des cartes d'identité actuellement détenues par nos compatriotes qui sont pour l'essentiel à expirer, donc au 31 de cette année. D'ici là, nous avons aussi le devoir, en tout cas, de mettre à disposition de nos compatriotes justement donc leur nouvelle carte d'identité. Et je rappelle que ce sont celles-là, ces cartes d'identité donc biométriques CEDEAO, qui seront donc disons mises à leur disposition. Et c'est des cartes aussi qui ont une double fonctionnalité pour le moment en tout cas. Cette fonctionnalité, cette fonction disons d'identification, mais aussi la deuxième fonction donc de servir de carte d'électeur. Le 4 septembre, le Sénégal va choisir 80 hauts conseillers. Le scrutin approche et la capacité managériale de l'administration territoriale est sollicitée. Ce n'est pas une élection qui va nous coûter les yeux de la tête. On le rappelait tout à l'heure, c'est 87 bureaux. C'est vraiment rien du tout. On va le faire dans les 45 chefs-lieux de département. Encore que là, donc, on a 45 centres de vote, 78 bureaux. Très peu de papiers. Je pense que c'est une élection qui, objectivement, ne va pas nous coûter beaucoup de choses. J'avoue que 78 millions. 72 millions, voilà, donc il vient de me dire le directeur général des élections. Donc vous comprendrez que ce n'est pas quand même... en tout cas, la démocratie vaut plus que ça, je pense. Ce rendez-vous de l'administration territoriale est calé sur 24 heures. Il permettra d'évoquer toutes les questions liées à la gestion des départements et régions du Sénégal. Une rencontre d'échange périodique que le ministère de l'Intérieur compte pérenniser. Après cette rencontre, des réactions, celles du gouverneur de Ziguinchor et du préfet de Saraya. C'est toujours un plaisir et un honneur pour les préfets et les gouverneurs que nous sommes, n'est-ce pas, de rencontrer le ministre de l'Intérieur. Cela est inscrit dans l'agenda annuel, n'est-ce pas? Il s'agit toujours de rencontres d'échange pour une mise à niveau, mais aussi pour partager un certain nombre d'informations ou évoquer des questions qui sont d'une grande importance. Oui, c'est une rencontre très enrichissante. Enrichissante en ce sens qu'elle nous permet d'échanger sur des questions d'actualité,
sur des dossiers que nous devons conduire. Et étant donné que nous devons conduire ces dossiers, nous devons les maîtriser. Les maîtriser, c'est être au fait des textes et d'harmoniser par rapport à la compréhension que chacun d'entre nous doit avoir de ces textes. Ainsi, le faisant, rencontrer monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et tous ses collaborateurs au niveau des différentes directions générales nous a permis d'être au fait de ce qui nous attend les prochaines semaines, pour ne pas dire les prochains mois, à savoir une organisation sans anicroche de l'élection des hauts conseillers territoriaux, mais également et surtout la conduite du processus de refonte partielle du fichier électoral. Et puis le développement des terroirs urbains et ruraux passe par des investissements conséquents, notamment du secteur privé. Mais encore faudrait-il une sécurité foncière. La commission de réforme foncière et le patronat réfléchissent sur la question à travers un atelier de partage sur le document de politique foncière en cours d'élaboration. Mamadou Samambao. La terre est un bien économique et un potentiel capteur d'investissement. Sauf que la terre, comme outil économique, est trop à l'étroit dans un régime foncier de domaine national comme celui en vigueur au Sénégal. Exemple de problème concret. L'investissement dans le secteur agro-industriel bute non pas sur des problèmes de financiers, mais sur des problèmes de disponibilité des terres. Et je peux vous dire que l'accélération de l'agriculture pourrait être observée si les entraves ou les difficultés d'accès à la terre étaient levées. Mais ce que nous souhaitons, c'est que la démarche puisse être une démarche, j'allais dire, qui prenne en compte le besoin de l'investissement. C'est justement pour intégrer ces préoccupations et bien d'autres du secteur privé, tout en cherchant le point d'équilibre avec les exploitations familiales, que la commission de la réforme foncière a tenu à recueillir l'avis du patronat. CNP, CNES, organisation de travailleurs et banquiers, tous étaient là pour participer au débat. Vous avez le foncier forestier, le foncier pastoral, vous retrouvez le foncier urbain, le foncier rural. Toutes ces catégories donc, de terres demandent quand même des régimes juridiques particuliers. En tant qu'acteur économique, opérateur économique, le plus important, c'est d'arriver, en tout cas, à mettre en place un accès équitable et sécurisé à la terre. Des attentes que la commission Sourang ne perd pas de vue. Dans les objectifs de la réforme, il est fait mention de la sécurité foncière et de la promotion d'activités économiques viables. Donc il faudra valoriser la terre, faire en sorte que la terre soit un bien économique. Donc organiser une cessibilité encadrée, la transmissibilité encadrée et surtout faire de la terre un moyen de transaction dans le commerce juridique. Le tout maintenant sur des bases contrôlées, sur des bases stables. Voilà pourquoi les agriculteurs, les membres de l'agrobusiness, en même temps que l'économie familiale, jouent chacun sa partition pour que dans un équilibre organisé, orchestré, le débat sur la terre soit bien entendu. La concertation autour du document de politique foncière se poursuit. La Commission veut éviter le top-down afin de donner à la version finale toute la légitimité requise pour s'appliquer à tous les acteurs du foncier national. Après l'incendie au poste de Tchona qui a plongé plusieurs localités dans le noir ces dernières heures, le ministre de l'Énergie et le directeur général de Sénélec sont allés à Thiès afin d'évaluer les dégâts. Ils annoncent l'ouverture d'une enquête et précisent qu'aucune défaillance interne n'est à ce jour notée. L'État prendra ses responsabilités, mais il invite les populations aussi au respect des servitudes. À Hamdawa. C'est de ce poste de Tchona qu'est parti le terrible blackout vécu la nuit du dimanche au lundi. Qu'est-ce qui s'est passé? Un incendie dont les causes restent encore méconnues. On est dans un RI et c'est le RI, le réseau interconnecté, et le RIMA, le réseau interconnecté avec Manantali qui est parti. Donc c'est trois pays qui se retrouvaient dans le noir, sans tension. Donc pour avoir la cause
il faut qu'on fasse un rapport d'incident, une analyse d'incident pour pouvoir maintenant déceler quelle était la cause. C'est-à-dire que le réseau il est tellement vaste qu'il part de Bel Air jusqu'à Nouakchott en passant par Bamako. Donc il faut recueillir tous les éléments de tous ces gens, de regarder tous les postes, le comportement de tous les postes, le comportement de toutes les centrales, recouper, les mettre dans une échelle de temps pour savoir maintenant est-ce que chaque élément a fait ce qu'il devait faire. Ce travail peut prendre jusqu'à une semaine de l'avis du technicien, mais une chose est sûre pour le ministre, on est en face d'un événement anormal. Le domaine technique, il est ainsi fait qu'il y a plusieurs hypothèses possibles. Quand un événement anormal vient, c'est que les causes normales devraient être justement écartées. On cherche l'exception. Qu'est-ce qui a pu se passer? Les protections existent pour protéger le système. Des surveillances sont là pour veiller, des maintenances sont faites, des dispositions sont prises pour que ça n'arrive pas. Si ça arrive, il faut chercher la bonne raison. Pas pour accuser encore une fois, mais pour prévenir. Aucune défaillance technique interne n'est à ce stade relevée, non plus une quelconque négligence, dira le ministre. L'enquête se poursuit toutefois. Ce qui est clair et partagé est que ce poste est vétuste. Il aura 60 ans en 2017. C'est pour cette raison un poste nouveau est en construction. Là également, nous avons souvent dit aux Sénégalais que des améliorations significatives ont été constatées par tout le monde dans la fourniture de l'électricité, dans la qualité, etc. Ça, c'est incontestable, indéniable. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'incidents majeurs dans les 2-3 ans à venir parce que notre système reste relativement fragile. Ça, il faut fragile sur 2 points ou 3. Le premier point, donc, c'est la vétusté des infrastructures. Et j'ai souvent dit que Sénélec a un plan d'action prioritaire. Quand on dit prioritaire, c'est que c'est urgent. Dans les 2-3 ans pour régler les problèmes les plus critiques. Et vous avez vu qu'il y a un poste en construction ici, qui coûte 2 milliards et quelques et qui va être inauguré en février 2017. Ceux qui ont subi des dommages ou qui sont blessés ont aussi reçu la visite du ministre et de sa délégation. Cette proximité qu'ils entretiennent avec le poste pose aussi un problème de non-respect des servitudes. L'État ne peut pas être derrière chaque pylône, surveiller chaque ligne. Il y a des cantines, beaucoup trop de cantines sous des lignes à haute tension. Quand on les déguerpit, le lendemain, elles sont remises. Il y a trop d'activités de toutes sortes. L'État entend prendre toutes ses responsabilités dans cette affaire. 150 km de nouvelles lignes de chemin de fer et 15 000 emplois. La nouvelle société ferroviaire Dakar-Bamako va bientôt démarrer ses activités en visite de travail à l'ex-Transrail. Le secrétaire d'État au réseau ferroviaire national a rappelé l'ambition du président de la République de moderniser et d'étendre le réseau pour le rendre plus compétitif. Pape Koulingom. C'est à pas de charge que le secrétaire d'État au réseau ferroviaire national a effectué une visite de travail à la direction générale de l'ex-Transrail devenue Dakar-Bamako ferroviaire. Après la direction générale, Abdoulaye Nissal et sa délégation se sont rendus successivement au service médical et aux différents ateliers de fabrique et d'installation de pièces. Ce déplacement du secrétaire d'État au réseau ferroviaire national a été bien apprécié. Aujourd'hui, l'histoire retient que les autorités de l'État, à l'occurrence, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a mis le chemin de fer dans ses priorités par rapport au plan Sénégal, au PSE, par rapport à d'autres projets de rénovation de la voie de Dakar à Kidira. Le Président de la République a toujours eu et l'a montré la volonté politique de restructurer les rails au niveau du Sénégal. Devant la force de l'entreprise, endroit mythique qui rappelle la grève de septembre 1938 des cheminots, Abdoulaye Nissal s'est adressé aux travailleurs à ces termes. Le président de la République a conçu un grand projet de chemin de fer, vraiment pour relancer l'économie sénégalaise. Sur ce projet de chemin de fer, nous avons à peu près 1500 km de nouvelles lignes de chemin de fer pour un financement global de 1390 milliards. Ce projet va générer 5000 emplois ferroviaires constants et 10 000 emplois vraiment ferroviaires temporaires. Ça fera à peu près 15 000 emplois. Le secrétaire d'État au réseau ferroviaire a aussi indiqué qu'avec la nouvelle société, de belles perspectives vont s'ouvrir. Le président de la République met des projets qui vont quand même relancer la croissance et créer de l'emploi.
Parce que c'est l'investissement d'aujourd'hui qui va créer la croissance de demain. Nous sommes tous mobilisés pour que le chemin de fer que nous avons connu avant puisse être réhabilité, puisse être rénové. Après la résiliation du contrat Even Sénégal en mars 2016, Transrail est devenu Dakar-Bamako ferroviaire. Dans la phase transitoire de cette nouvelle société, le Sénégal et le Mali devraient verser 7 milliards de francs CFA pour démarrer l'exploitation. La société ferroviaire Dakar-Bamako, c'est donc 1500 km de nouvelles lignes et 15 000 emplois, a rappelé le ministre en charge de ce secteur. Un prélude à la conférence mondiale des Nations Unies sur le logement et le développement durable, un atelier de renforcement de capacité à l'intention des professionnels de l'information et de la communication a été organisé. Les échanges ont porté sur différentes thématiques pour une appropriation de l'habitat 3 par les populations. Fatima Tabanelba. Quito est le prochain rendez-vous des acteurs mondiaux de l'habitat du 17 au 20 octobre. La problématique des villes y sera prise en charge, raison pour laquelle les professionnels de l'information et de la communication sont invités à s'approprier l'événement pour une bonne sensibilisation des populations. Le gouvernement du Sénégal a pris toutes les mesures, toutes les dispositions utiles pour préparer avec vous et définir cet agenda de la ville pour un développement urbain. Après, bien sûr, Quito, le Sénégal va organiser en 2018 cet événement aussi, avec le même thème, va essayer d'accueillir tout le monde, tous les professionnels du développement durable, tous les professionnels du monde urbain, afin d'affiner les conclusions de Quito. Domaine peu maîtrisé, le secteur urbain doit être plus explicité et ces professionnels des médias peuvent aider à cela. Nous sommes dans une dynamique de collecte, de traitement, de diffusion de l'information, mais nous sommes aussi dans une dynamique de proactivité. Les journalistes aussi aujourd'hui ne doivent plus être en arrière-garde. Nous devons être aux avant-postes, nous devons porter le message auprès des populations. En tant que professionnels de l'information, vous allez nous permettre à vulgariser toutes les informations concernant le développement urbain et donc en faire vraiment un outil puissant pour sensibiliser ceux qui ne sont pas vraiment très impliqués dans le monde urbain. Vulgariser toutes les informations liées aux thématiques du développement urbain pour une bonne appropriation d'Habitat 3, ces acteurs des médias sont appelés à jeter les bases d'un réseau de professionnels de l'information et de la communication sur l'habitat. Ils font la fierté de toute une localité. Ils sont 5 jeunes formés par le service civique national et se trouvent dans la commune de Ndoga Babakar à Tambacounda. Sur leur terre, ils exploitent 5 hectares. Ibrahim Andon. Une seule ambition, contribuer à l'autosuffisance en céréales. Pour réussir un tel pari, ces jeunes s'investissent dans la culture du maïs. Au nombre de 5, ils ont subi une formation de 2 ans grâce à l'encadrement du service civique national. C'est des gens qui sont soutenus par le service civique national parce qu'ils ont été formés par nous. On les aide dans le cadre de la facilitation à l'insertion. On les a formés, on continue à les aider. Eux, ils travaillent dans la localité, ils développent l'agriculture. Et ils en profitent, tous les villages en profitent. Ils ont fait un bon travail. Ils exploitent une superficie de 5 hectares dans la commune de Ndoga Babakar. Les champs qui sont à leur disposition sont au nombre de 10. C'est une première. Donc là, vraiment, c'est à magnifier et c'est à remercier. Parce que c'est une première à Ndoga et vraiment, ils nous ont beaucoup aidé. Donc là, c'est le early taille aussi, c'est le early taille qui est là. Et nous avons par exemple deux champs aussi. Vous allez voir aussi, si vous avez bien vu aussi, il y a un temps qui a une taille qui est un peu élevée. Donc la semis n'a pas eu la même date. Donc aussi là-bas, on l'a semé par exemple le 9 et là c'était le 17 juillet. Donc il y avait une petite différence, c'est ça. Là nous avons aussi là 3 hectares, là c'est 2 hectares. Nous souhaitons que le ministre nous aide pour qu'on puisse continuer sur ces genres de projets. Parce que c'est un projet qui est très important. Parce que toute la localité veut en bénéficier. Cause pour laquelle nous tendons la main au ministre et puis nous disons encore à notre DG de beaucoup nous aider encore. Ces exploitations agricoles constituent un impact réel pour ces jeunes. C'est une opportunité, comme on le dit. Vraiment, c'est une grande opportunité pour les jeunes. Depuis des années passées, j'étais imprégné vraiment dans l'agriculture et tout le temps, c'est ce que j'ai fait et j'encourage vraiment les jeunes qui sont derrière moi à vraiment aller à l'avant sur l'agriculture. Le Sénégal importe chaque année plus de 200 000 tonnes de céréales, estimées à des milliards de francs CFA. En instaurant ces
ces pratiques, je pense que même si c'est minime, 10 fois au Sénégal correspondent à peu près à 100 hectares cultivés par des récipiendaires du service civique national. Donc cet argent qui était destiné à d'autres paysans, aujourd'hui, reste entre les mains de la jeunesse sénégalaise. Ces jeunes peuvent désormais gagner leur vie d'une manière décente grâce au programme de réinsertion des volontaires de l'agriculture intitulé Émergence Maïs. Du matériel agricole a aussi été offert aux jeunes par le ministère de la Jeunesse. Objectif, les encourager à travailler davantage pour l'autosuffisance en céréales. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime à Saint-Louis au Marguerite s'est rendu au quai de pêche de Guet-Ndar et à Goromath. Il a pu constater les dégâts causés par l'avancée de la mer sur les infrastructures qui abritent l'activité de pêche. Il annonce dans la foulée des solutions d'urgence. Lamine Touré. Un constat difficile témoigne le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. Il s'agit de l'avancée de la mer. Rien n'est épargné ici. À Guet-Ndar, le quai de pêche est à sauver dans l'urgence. Nous avons visité le quai de pêche et nous avons pu constater sur place, avec vous d'ailleurs, que la situation est extrêmement critique et qu'il va falloir prendre d'ailleurs des mesures d'urgence pour sécuriser le quai. Et à ce niveau-là, Madame le préfet, Monsieur le gouverneur et en tout cas les autorités administratives vont prendre les mesures nécessaires de sécurisation du quai. Ainsi, l'avancée de la mer à Saint-Louis n'est plus alors une problématique sectorielle, elle est globale et les projets structurants de l'État pour sauver cette situation sont annoncés aux populations. Des mesures fortes seront prises. Il faudrait aussi envisager même le déplacement des populations parce que la mer avance à une vitesse très importante. Saint-Louis, c'est une zone de pêche traditionnelle avec beaucoup de débarquements et il va falloir envisager donc des solutions pour que cette activité puisse continuer, mais également aussi avec l'aquaculture, vous savez, qui est l'avenir de la pêche, que des solutions puissent être trouvées. Toute cette région-là, qui est une région aussi, ne l'oublions pas, risicole, peut aussi être une région aquacole. Nous pouvons développer des activités d'aquaculture en relation même avec la SAED, dont la mission pourrait être revue pour développer ce qu'on peut appeler la rizipisciculture. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a été visiblement touché par cette dure réalité. Il a dans cette dynamique visité Gormbach et les infrastructures de transformation dédiées aux femmes. À Gormbach, nous sommes en train de démontrer ce que le président Macky Sall envisage pour les aires de transformation. Vous avez vu ce qu'il y a à Guet-Ndar et ce qu'il y a ici. Voilà le futur des aires de transformation pour les femmes transformatrices au Sénégal. La question des licences de pêche a été aussi évoquée, ceci pour annoncer les difficultés rencontrées depuis l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires de la partie mauritanienne. Le Sénégal et la Mauritanie sont liés par des accords qui ont été signés en 2001 et chaque année, nous renouvelons ces accords par un protocole d'accord d'une durée d'1 année. Il se trouve que pour cette année, effectivement, nous avons rencontré beaucoup de difficultés pour signer ces protocoles d'accord. Pour la bonne et simple raison que la Mauritanie ayant voté une nouvelle loi, un nouveau code de la pêche, qui veut que tout produit de la pêche pêché dans les eaux territoriales de Mauritanie soit débarqué en terre mauritanienne. Vous comprendrez aisément que cela va être très difficile pour les pêcheurs de Guet-Ndar de pouvoir pêcher en Mauritanie et de débarquer également en Mauritanie. C'est le principal point d'achoppement par rapport à ces négociations. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas encore signé avec la Mauritanie. Les pêcheurs de Saint-Louis attendent avec impatience la fin du problème et c'est pour bientôt certainement car les deux États sont en discussion. Dans la perspective de la mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales et en direction de l'élection prévue le 4 septembre prochain, nous revenons ce soir sur le mode de fonctionnement, la composition et le scrutin qui va permettre d'élire 80 des membres de la nouvelle institution. Maman Moussagnan. 27 000 grands électeurs sont concernés par l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. 78 bureaux de vote seront ouverts le 4 septembre.
pour élire les 80 membres de l'Assemblée plénière. 80 membres issus des différentes localités du pays, des élus qui ont déjà siégé dans les instances locales. Ils devront, avec le HCCT, avoir un autre statut. On pourrait l'assimiler à un élu du deuxième degré. Il porte le titre de haut conseiller. Le Haut Conseil des collectivités territoriales va accueillir également 70 autres membres nommés par le président de la République. Le Haut Conseil est dirigé par un membre du bureau dont les membres sont, à l'exception de son président, élus par l'Assemblée pour un mandat d'1 an renouvelable. Le bureau est composé de 6 vice-présidents, de 4 secrétaires. Le président est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Des commissions composent le Haut Conseil. Elles vont s'intéresser aux questions liées aux domaines qui leur sont confiés. D'ailleurs, à l'exception du président, chaque membre est obligé de s'inscrire dans au moins une commission. Chaque année, les bureaux des commissions sont renouvelés, de même que le bureau du HCCT, une institution qui dispose d'un secrétaire général nommé par décret. Il assure, sous le contrôle du bureau et l'autorité du président, l'administration du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le mandat de haut conseiller ouvre droit à des remboursements de frais et à des indemnités de cession fixées par décret. L'autosuffisance en moutons dans notre pays, c'est bien possible. C'est le sentiment du ministre de l'Élevage et des Productions Animales. Aminata Mbengue Ndiaye était à Ourossogui et Younouferré. Yorosar. La visite du ministre de l'Élevage et des Productions Animales dans la région de Matam a démarré par le département de Ranérou-Ferlo. À lui seul, ce département pastoral est 30 fois plus étendu que la région de Dakar. Réunis dans la zone de Younouferré pour accueillir leur ministre de tutelle, les éleveurs et Tefanké ont fait une forte démonstration de leur potentiel en matière d'élevage ovin. yéenay tax ñu naan plan Sénégal émergent mi ngi dox bu ñu demee ba naan tey du ñoo war a autosuffisant en mouton de tabaski du ñoo war a autosuffisant en viande am ko ci lait am ko ci nen am ko ci ganaar c'est parce que du ñoo wóolu acteurs yi nekk ci secteur yooyu loolu moo tax ñu ni ñun itam nañu déplacé wu ñëw fekk leen ba ci seen kaw gi fii ngeen nekk ñu encouragé leen félicité leen ki turu président de la république donc lu demee noonu nag moo tax ñun itam ñu war a man suñu bopp ci wàllu dund parce que dund tant que mënuloo ci sa bopp sa indépendance am na lu ci des. Plus de 5000 moutons ont été mobilisés sur place pour les besoins de la Tabaski, soit au niveau départemental, une population ovine de plus de 20 000 sujets prêts à rallier les points de vente des centres urbains. Au niveau régional, près de 100 000 sujets seront mis sur le marché si l'on en croit les représentants des éleveurs et des professionnels du bétail. Les énormes potentialités pastorales de la région de Matam ont été revisitées lors de la rencontre que les éleveurs ont eue avec le ministre de l'Élevage et des Productions Animales à Ourossogui. Les programmes et les projets également que nous sommes en train de développer dans le cadre du plan Sénégal émergent et dans le cadre d'autres projets financés par la BAD, financés par la BID, financés par le FIDA, financés par la Banque mondiale et la Banque islamique de développement, nous espérons que les bergeries qui vont être mises en place à travers l'ensemble de ces projets, jusqu'au projet PASA Lomacaf et au projet PAFA Extension, nous espérons que nous arriverons à l'autosuffisance. Cette rencontre a permis de passer en revue les principales contraintes qui entravent la production de moutons. Parmi celles-ci, la faiblesse des crédits et le vol de bétail. C'est pourquoi les recommandations d'Aminata Mbengue Ndiaye ont été surtout axées sur la sécurisation des animaux et des propriétaires pour une Tabaski apaisée. Justement, Tabaski 2016, 38 points de vente sont retenus à Dakar pour mener le commerce de moutons. Ces sites sont identifiés et notifiés sur un arrêté signé par le gouverneur de Dakar. Dans certains sites autorisés, les moutons y ont déjà pris place. Les opérateurs qui se sont légalement installés bénéficient des services du ministère de l'Élevage. Le point avec Jean Dior.
260 000 moutons pour approvisionner Dakar. C'est la décision issue du Conseil interministériel tenu sur la question. Ce nombre important de bétail va être réparti dans plusieurs points de vente autorisés pour la Tabaski. Il s'agit de 38 sites pour la région de Dakar. Ces directives maintenant feront l'objet d'application au niveau des gouvernances. Chaque gouverneur de région prend un arrêté pour déterminer le point de vente et en informe les communes concernées. Dans chaque point de vente, conformément à l'arrêté du Premier ministre, les normes sont respectées. Les collectivités locales sont chargées de l'aménagement, de l'adduction d'eau et de l'électricité, parce que ce sont des points de vente qui sont aménagés à cet effet dans chaque commune. Ces lieux de vente dits autorisés sont définis par le gouverneur de Dakar. Cependant, le nombre de points de vente pendant cette période dépasse largement celui mis dans l'arrêté. Ces points de vente dispersés, qui sont des points de vente clandestins, ne sont pas des points de vente autorisés. Mais vous savez, actuellement, il y a des éleveurs de circonstances. Mes parents seraient maintenant, ça donne souvent un élevage occasionnel pendant la Tabaski avec des opérations. J'ai 2, 4, 5 moutons et je dis que je préfère les laisser chez moi. Ce n'est pas réglementaire. À la Gueule-Tapée, un des sites autorisés, des moutons tout le long du boulevard. Ici, les vendeurs ne se soucient point de l'occupation des lieux. Nous allons à la mairie pour faire la déclaration. Il n'y a aucune charge financière puisque le site est autorisé. Je pense que tout habitant de la Gueule-Tapée peut venir y mener son opération Tabaski. Cet habitant des HLM Face, lui, ignore si le mur du lycée Kennedy fait partie des points autorisés. Je suppose que ce point de vente est autorisé. En tout cas, c'est ce que m'a dit mon grand frère. Mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème vu que nous habitons le quartier. Nous souhaitons que les autorités créent d'autres sites de vente parce que, comme vous le voyez, nous sommes à l'étroit. Chaque département compte au moins 5 points de vente de moutons. Il faut noter que plusieurs opérations de Tabaski se font dans les rues avec souvent une occupation anarchique de la voie publique. Cette pratique est jugée illégale même si aucune sanction n'est prévue en ce sens. Cependant, seuls les points de vente autorisés bénéficient d'une distribution d'eau et d'un aménagement pour l'électricité. L'édition 2016 du pèlerinage catholique se prépare, réunie hier en Assemblée générale. Les 341 pèlerins qui doivent rallier les lieux saints de la chrétienté ont reçu tout le matériel nécessaire à leur séjour. Le départ est prévu ce soir, mardi. Une messe d'envoi a été célébrée en leur honneur à l'église Saint-Pierre de Baobab. Anaïs Nyanyamane. Voici la délégation des futurs pèlerins du Sénégal. Ils sont au nombre de 341 à devoir rallier les lieux saints de la chrétienté. Répartis en 7 groupes, ces hommes et ces femmes ont reçu leurs documents de voyage et support ainsi que les conseils des membres de la coordination pour mieux s'armer avant leur départ. Il s'agit donc de l'encadrement médical, de l'encadrement religieux, de l'encadrement SYMPEC, que tous s'accordent sur une sorte de charte du pèlerin. Et ça, nous tenons chaque année à le faire, 2 assemblées, une première rencontre avec les pèlerins et les différents encadrements, mais une seconde pour mettre au point pratiquement toutes les recommandations. Les encadrements religieux, gouvernementaux et sanitaires sont au rendez-vous. Nous sommes fin prêts, toutes les dispositions ont été prises et donc nous considérons que ce qui a été donné comme instruction sera appliqué et véritablement les pèlerins partent sereins parce que toutes les dispositions, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit de l'encadrement religieux, médical et autres, tous sont fin prêts pour donner à ce pèlerinage 2016 tout son cachet spécial parce que nous sommes les pèlerins de la miséricorde et nous entendons l'être. L'Assemblée générale est ainsi clôturée par une messe d'envoi des pèlerins. Le partage de l'évangile de Saint-Luc a été un moment d'intense prière. Pour ce pèlerinage qui nous a donné de vivre cette année, année de la grâce, de la miséricorde, nous ferons l'expérience sur la terre de Jésus, en terre sainte, avec toutes les portes que nous franchirons. Nous enracinerons notre foi à Rome,
lieu de la chrétienté, où nous aurons à vivre la communion avec l'Église universelle autour du Saint-Père. Nous ferons également l'expérience de franchir les portes saintes pour avoir part aux nombreuses indulgences liées à notre état de pécheur, mais aussi en communion avec toute l'Église, plus particulièrement nos églises diocésaines et l'Église du Sénégal. En Terre Sainte, les pèlerins de la Miséricorde vont enraciner leur foi avec les moments et les phrases qui vont rappeler le passage du Christ. Loin de la Casamance, le Boucout de Moulampe, ce village qui vient d'abriter ces cérémonies traditionnelles, c'est aussi l'affaire des Djolars qui sont établis à Tambacounda. Sur place, ils ont organisé des séances de danse traditionnelle en guise de préparation. Et c'est le premier sujet dans la série de reportages consacrés au site historique et culturel du Sénégal, ces couleurs du Sénégal, avec Abdoulaye Sinkaré. Moulampe, si loin, si proche. Les ressortissants de cette localité casamançaise établie à Tamba ont pendant des semaines vécu au rythme du Boucout qui revient à Moulampe après plus de 3 décennies. Cet événement a eu lieu en 1980. Donc 1980 jusqu'à 2016, ça fait 36 ans. Donc depuis 36 ans, Moulampe n'a pas organisé cet événement. Donc cette année, c'est Moulampe 2016 qui organise le Boucout. Donc toutes les ethnies, tout le Sénégal, toute la communauté internationale sont invités. Donc les gens vont venir un peu partout, à travers le monde. Une ambiance colorée, des hommes et des femmes parus de tout revisitent les chants et danses de l'initiation. C'est pour apprendre aux futurs initiés à bien danser. Il y a des différentes danses. Donc cette danse aussi, on a aussi une manière de taper le tam-tam. Donc c'est pas la même chose. Donc il y a un rythme qui est un peu soutenu et un autre rythme qui est un peu élevé. Les futurs initiés ont porté des colis. Ça peut les protéger contre le mauvais sort. Et aussi, c'est pour aussi faire la différence entre le futur initié et l'initié. Par exemple, vous avez vu, il y a les futurs initiés ont porté des colis en bandoulière. Et les initiés ont porté des colis uniquement au niveau du cou. C'est cette atmosphère qui a rythmé les préparatifs du Boucout à Tamba jusqu'au départ pour Moulampe. Escale dans les îles du Saloum. Notre excursion nous mène aujourd'hui à Dionewar, dans le département de Foundiougne, une destination avec un paysage de rêve, une culture riche, une légende autour du mot Sangomar et des habitants chaleureux que notre consoeur Aramdo a rencontrés. Dionewar, une île mythique, c'est le reportage qui suit. Dionewar fait face à une île à laquelle elle est intimement liée. Sangomar, île non habitée, du moins pas par les humains, car au-delà d'un simple nom, Sangomar peut se révéler un génie protecteur. Interrogés pour s'en convaincre, les invocations que formulent les dames de Dionewar pour accueillir leurs hôtes. Quand les invités arrivent, on demande à Sangomar de les protéger pour qu'ils fassent un bon séjour. Vous avez traversé la mer en toute tranquillité pour arriver sur l'île. Ils fassent tout alors pour que votre retour se déroule dans les mêmes conditions. Sangomar aurait d'abord été fondé avant Dionewar par le même ancêtre, Ngodan. Ses descendants, établis à Dionewar, sont d'ailleurs constamment sollicités pour autoriser les visites sur ce site assez intrigant. Sangomar, c'est un terme sérère. La légende dit que c'était deux femmes qui étaient sur le rivage, qui se tressaient, et la mer montait.
Donc, puisque la mer montait et qu'ils étaient au rivage, l'une des femmes a dit à l'autre, presse la natte, Sangui au marole en sérère. Dépêche de finir la natte. Sangui au marole. C'est de là qu'est venu le nom de Sangomar. Mais on dit que c'est Jini Sangomar qui protège Dionewar, qui nous protège. Rendu célèbre par le président poète Léopold Sédar Senghor, Sangomar a donné son nom à un des avions présidentiels, mais elle ne fait pas pour autant de l'ombre à Dionewar, car tout est par ici aussi charme. Un paysage de cocotiers, une plage calme, une richesse culturelle immense et de braves dames qui concourent aussi à leur manière au développement de Dionewar. Nous transformons tous les produits halieutiques, le poisson, les huîtres, les crevettes, etc. Nous faisons aussi des céréales et des sirops. Nous participons aux foires et fiaras. Moi-même, j'ai eu à accompagner tous les ministres de la pêche en Corée, de Khourey Chitiam à maintenant. Outre ces produits halieutiques connus, ce beau paysage qu'elle partage avec presque toutes ses îles voisines, Niodior et autres, Dionewar présente une touche de modernité plus marquée, avec de nouveaux quartiers et beaucoup de réceptifs, une destination touristique qui peut mieux se vendre. La destination n'est pas bien connue par rapport aux gens qui doivent venir. Nous avons beaucoup d'handicaps par rapport aux logistiques. Heureusement que la route de Dakar-Mbour Joal vient d'être peut-être réalisée, donc on aura peut-être moins d'handicaps par rapport aux logistiques. Mais imaginez un tourisme auparavant, un touriste qui quittait Dakar pour venir dans la nuit au niveau des îles du Saloum, ça pose problème parce qu'il lui faut 4 heures de route. Situé entre le sud-est de Dakar et le nord de la Gambie, Dionewar vaut le détour. Parmi les spectacles à y contempler, des pélicans domestiqués qui jouent aux côtés des moutons. Couleur du Sénégal, la série se poursuit demain. L'actualité internationale nous mène au Nigeria. L'armée affirme avoir blessé le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau. Une annonce qui intervient alors que John Kerry, le secrétaire d'État américain, se trouve dans le pays pour évoquer la lutte contre la secte. Seydina Alunfal. L'armée nigériane a annoncé ce mardi que le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, avait été sérieusement blessé lors d'un raid aérien sur le bastion du nord-est du Nigeria. Plusieurs commandants du groupe islamiste ont été également tués et d'autres blessés dans la forêt de Sambisa. Abubakar Shekau, dont le leadership a récemment été mis en cause par le groupe État islamique, a été annoncé comme mort à plusieurs reprises par l'armée nigériane avant de réapparaître dans les vidéos du groupe. En début août, l'État islamique avait désigné un nouveau chef de Boko Haram, son ancien porte-parole Abu Mossan al-Bargawin. Une semaine plus tard, Abubakar Shekau réaffirmait son leadership dans une vidéo dans laquelle il assurait faire une responsabilité personnelle du combat contre le Nigeria et le monde entier. L'annonce de ce mardi intervient alors que le secrétaire d'État américain John Kerry se trouve dans la région pour évoquer la lutte contre Boko Haram, dont la rébellion a fait plus de 20 000 morts depuis 2009. C'est la troisième visite de John Kerry au Nigeria. Le secrétaire d'État américain a félicité l'armée dans sa lutte contre Boko Haram. Il a également mis en garde contre les abus dans les zones délivrées. Abubakar Shekau aurait été donc mortellement blessé. Si la nouvelle se confirme, ça serait un succès majeur pour l'armée nigériane dans sa lutte contre la secte Boko Haram. On peut les confondre facilement. Ce sont souvent les mêmes personnes. Du point de vue physique et psychique, ils sont complices dans la vie. Et la société sénégalaise, notamment les adultes, on parle des jumeaux dans la rubrique au cœur de nos cultures. Tout un ensemble de représentations et de croyances leur sont associées. Si la science ignore encore le mystère de ces êtres humains provenant de la même cellule fécondée, la culture, elle, leur attribue plusieurs significations et c'est selon le milieu. Une naissance gemellaire est un phénomène rare. Sur 1000 dans le monde, il n'y en a que 3. C'est peut-être pourquoi beaucoup de mysticisme entoure l'arrivée des jumeaux, notamment en Afrique. Dans les sociétés africaines, les jumeaux font l'objet de représentations très fortes liées essentiellement au rapport que l'individu entretient avec la nature.
le fait d'avoir des jumeaux renvoie quelque part à la générosité, à la fécondité et en conséquence à un type d'accompagnement et à un type de considération que l'on accorde aux jumeaux. Voilà qui fait précisément que les jumeaux sont choyés, voilà qui fait que les jumeaux sont considérés comme des porte-bonheur, voilà qui fait que très souvent, lorsque le couple est porteur de jumeaux, on considère que ces jumeaux-là vont être des conditions de solidité du couple. Vous avez vu qu'au niveau de nos rues, beaucoup de dames, des fois, pour demander l'aumône, se font accompagner par des jumeaux. Donc une façon de dire que donner de l'argent, donner de l'aumône à des jumeaux, c'est aussi se donner la chance de réussir dans une perspective dans laquelle on se lance. C'est une joie immense qui a précédé l'arrivée des jumeaux Serigne Saliou et Baye Khaly Mbodj. L'âge et les circonstances de la vie ont fini par différencier physiquement ces vrais jumeaux, mais ils gardent tout de même une réelle complicité. Je me sens seul s'il n'est pas là. C'est mon confident. On partage tout. On est vraiment des complices. Leur maman Yaya a une tante jumelle. Ainsi explique-t-elle cette naissance gémellaire. Il se dit qu'avoir des jumeaux est héréditaire. Ma grand-mère maternelle a des jumelles, c'est peut-être pourquoi j'en ai. Explication corroborée par la science, même si elle n'a pas réussi à percer les mystères des vrais jumeaux, on sait au moins que c'est une question de gènes. Cela dit, le mystique reste et certaines croyances s'avèrent parfois. Des jumeaux étaient malades et leur papa ne voulait pas que je fasse l'aumône comme la tradition le veut. Je suis alors allée à l'hôpital, rien n'y a fait. Je me suis alors décidée à aller demander du riz et de l'eau dans les maisons aux alentours et je leur ai donné à manger et à boire. Ils ont guéri après. Mais d'autres croyances peuvent être considérées comme des clichés, du moins selon ces jumeaux. Il se dit que quand quelqu'un sent quelque chose, l'autre le ressent. C'est vrai? Non, je ne crois pas. C'est donc tout un ensemble de représentations qui entourent les jumeaux en Afrique. D'une société à l'autre, les croyances diffèrent. Il existait traditionnellement des sociétés dans lesquelles on considérait que les jumeaux pouvaient constituer des malheurs pour notamment ceux qui géraient le pouvoir. Et en conséquence, ceux qui étaient au pouvoir se méfiaient des jumeaux parce qu'ils les considéraient comme des menaces à leur trône. Alors dans d'autres sociétés, vous le voyez, on a d'autres types de considérations et qui fait que quelqu'un comme Pascal affirme qu'il n'existe rien de juste et d'injuste qui ne change de qualité en changeant de climat, plaisante justice qu'une rivière borne, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Mais au Sénégal, un facteur permet de comprendre le respect et l'amour accordé aux jumeaux. Il faut noter aussi que dans nos sociétés traditionnelles qui étaient profondément agraires, les gens se mobilisaient dans la pêche, dans l'élevage, dans l'agriculture. On avait besoin de main-d'œuvre suffisante et qualifiée pour développer l'économie. Et sous ce rapport-là, lorsqu'on avait des jumeaux, c'était d'une certaine manière la garantie d'une famille plus ou moins nombreuse, pouvant permettre, par exemple, quand on est des paysans, d'emblaver des surfaces de terre plus ou moins importantes. On peut dire, à partir de ce moment-là, que la famille n'était pas seulement un espace de reproduction, la famille était aussi un espace de production. Voilà qui fait que les jumeaux sont considérés comme des porte-bonheur. Cela, Baye Khaly Mbodj et Serigne Saliou l'ont bien compris. Ces jumeaux ont été toujours choyés et aujourd'hui encore, même à l'âge adulte. Lorsque l'enfant paraît ou lorsque les jumeaux paraissent, la famille s'agrandit et ça peut porter bonheur. La rubrique au cœur de nos cultures revient mardi prochain et c'est ce qui met en terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Celle du gouverneur de Ziguinchor et du préfet de Saraya. C'est toujours un plaisir et un honneur pour les préfets et les gouverneurs que nous sommes, n'est-ce pas, de rencontrer le ministre de l'Intérieur. Cela est inscrit dans l'agenda annuel, n'est-ce pas? Il s'agit toujours de rencontres d'échanges pour une mise à niveau, mais aussi pour partager un certain nombre d'informations ou évoquer des questions qui sont d'une grande importance.
Oui, c'est une rencontre très enrichissante. Enrichissante en ce sens qu'elle nous permet d'échanger sur des questions d'actualité, sur des dossiers que nous devons conduire. Et étant donné que nous devons conduire ces dossiers, nous devons les maîtriser. Les maîtriser, c'est être au fait des textes et d'harmoniser par rapport à la compréhension que chacun d'entre nous doit avoir de ces textes. Ainsi, le faisant, rencontrer monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et tous ses collaborateurs au niveau des différentes directions générales nous a permis d'être au fait de ce qui nous attend les prochaines semaines, pour ne pas dire les prochains mois, à savoir une organisation sans anicroche de l'élection des hauts conseillers territoriaux, mais également et surtout la conduite du processus de refonte partielle du fichier électoral. Et puis le développement des terroirs urbains et ruraux passe par des investissements conséquents, notamment du secteur privé. Mais encore faudrait-il une sécurité foncière. La commission de réforme foncière et le patronat réfléchissent sur la question à travers un atelier de partage sur le document de politique foncière en cours d'élaboration. Mamadou Samambaou. La terre est un bien économique et un potentiel capteur d'investissement. Sauf que la terre, comme outil économique, est trop à l'étroit dans un régime foncier de domaine national comme celui en vigueur au Sénégal. Exemple de problème concret. L'investissement dans le secteur agro-industriel bute non pas sur des problèmes de financiers, mais sur des problèmes de disponibilité des terres. Et je peux vous dire que l'accélération de l'agriculture pourrait être observée si les entraves ou les difficultés d'accès à la terre étaient levées. Mais ce que nous souhaitons, c'est que la démarche puisse être une démarche, j'allais dire, qui prenne en compte le besoin de l'investissement. C'est justement pour intégrer ces préoccupations et bien d'autres du secteur privé, tout en cherchant le point d'équilibre avec les exploitations familiales, que la commission de la réforme foncière a tenu à recueillir l'avis du patronat. CNP, CNES, organisation de travailleurs et banquiers, tous étaient là pour participer au débat. Vous avez le foncier forestier, le foncier pastoral, vous retrouvez le foncier urbain, le foncier rural. Toutes ces catégories donc, de terres demandent quand même des régimes juridiques particuliers. En tant qu'acteur économique, opérateur économique, le plus important, c'est d'arriver, en tout cas, à mettre en place un accès équitable et sécurisé à la terre. Des attentes que la commission Sourang ne perd pas de vue. Dans les objectifs de la réforme, il est fait mention de la sécurité foncière et de la promotion d'activités économiques viables. Donc il faudra valoriser la terre, faire en sorte que la terre soit un bien économique. Donc organiser une cessibilité encadrée, la transmissibilité encadrée et surtout faire de la terre un moyen de transaction dans le commerce juridique. Le tout maintenant sur des bases contrôlées, sur des bases stables. Voilà pourquoi les agriculteurs, les membres de l'agrobusiness, en même temps que l'économie familiale, jouent chacun sa partition pour que dans un équilibre organisé, orchestré, le débat sur la terre soit bien entendu. La concertation autour du document de charge que le secrétaire d'État au réseau ferroviaire national a effectué une visite de travail à la direction générale de l'ex-Transrail devenu Dakar-Bamako ferroviaire. Après la direction générale, Abdoul Nissal et sa délégation se sont rendus successivement au service médical et aux différents ateliers de fabrique et d'installation de pièces. Ce déplacement du secrétaire d'État au réseau ferroviaire national a été bien apprécié. Aujourd'hui, l'histoire retient que les autorités de l'État, à l'occurrence son Excellence Monsieur le Président de la République, a mis le chemin de fer dans ses priorités par rapport au plan Sénégal, au PSE, par rapport à d'autres projets de rénovation de la voie de Dakar à Kidira. Le Président de la République a toujours eu et l'a montré la volonté politique de restructurer les rails au niveau du Sénégal. Devant la force de l'entreprise, endroit mythique qui rappelle la grève de septembre 1938 des cheminots, Abdoul Nissal s'est adressé aux travailleurs à ces termes. Le président de la République a conçu un grand projet de chemin de fer, vraiment pour relancer l'économie sénégalaise. Sur ce projet de chemin de fer, nous avons à peu près 1500 km
de nouvelles lignes de chemin de fer pour un financement global de 1390 milliards. Ce projet va générer 5000 emplois ferroviaires constants et 10 000 emplois vraiment ferroviaires temporaires. Ça fera à peu près 15 000 emplois. Le secrétaire d'État au réseau ferroviaire a aussi indiqué qu'avec la nouvelle société, de belles perspectives vont s'ouvrir. Le président de la République met des projets qui vont quand même relancer la croissance et créer de l'emploi. Parce que c'est l'investissement d'aujourd'hui qui va créer la croissance de demain. Nous sommes tous mobilisés pour que le chemin de fer que nous avons connu avant puisse être réhabilité, puisse être rénové. Après la résiliation du contrat Even Sénégal en mars 2016, Transrail est devenu Dakar-Bamako ferroviaire. Dans la phase transitoire de cette nouvelle société, le Sénégal et le Mali devraient verser 7 milliards de francs CFA pour démarrer l'exploitation. La société ferroviaire Dakar-Bamako, c'est donc 1500 km de nouvelles lignes et 15 000 emplois, a rappelé le ministre en charge de ce secteur. Un prélude à la conférence mondiale des Nations Unies sur le logement et le développement durable, un atelier de renforcement de capacité à l'intention des professionnels de l'information et de la communication a été organisé. Les échanges ont porté sur différentes thématiques pour une appropriation de l'habitatoire par les populations. Fatima Tabanielba. Quito est le prochain rendez-vous des acteurs mondiaux de l'habitat du 17 au 20 octobre. La problématique des villes y sera prise en charge, raison pour laquelle les professionnels de l'information et de la communication sont invités à s'approprier l'événement pour une bonne sensibilisation des populations. Le gouvernement du Sénégal a pris toutes les mesures, toutes les dispositions utiles pour préparer avec vous et définir cet agenda de la ville pour un développement urbain. Après, bien sûr, Quito, le Sénégal va organiser en 2018 cet événement aussi, avec le même thème. Va essayer d'accueillir tout le monde, tous les professionnels du développement durable, tous les professionnels du monde urbain, afin d'affiner les conclusions de Quito. Domaine peu maîtrisé, le secteur urbain doit être plus explicité et ces professionnels des médias peuvent aider à cela. Nous sommes dans une dynamique de collecte, de traitement, de diffusion de l'information, mais nous sommes aussi dans une dynamique de proactivité. Les journalistes aussi aujourd'hui ne doivent plus être en arrière-garde. Nous devons être aux avant-postes, nous devons porter le message auprès des populations. En tant que professionnels de l'information, vous allez nous permettre à vulgariser toutes les informations concernant le développement urbain et donc en faire vraiment un outil puissant pour sensibiliser ceux qui ne sont pas vraiment très impliqués dans le monde urbain. Vulgariser toutes les informations liées aux thématiques du développement urbain pour une bonne appropriation d'Habitat 3, ces acteurs des médias sont appelés à jeter les... La politique foncière se poursuit. La Commission veut éviter le top-down afin de donner à la version finale toute la légitimité requise pour s'appliquer à tous les acteurs du foncier national. Après l'incendie au poste de Tchona qui a plongé plusieurs localités dans le noir ces dernières heures, le ministre de l'Énergie et le directeur général de Sénélec sont allés à Thiès afin d'évaluer les dégâts. Ils annoncent l'ouverture d'une enquête et précisent qu'aucune défaillance interne n'est à ce jour notée. L'État prendra ses responsabilités, mais il invite les populations aussi au respect des servitudes. À Hamdawa. C'est de ce poste de Tchona qu'est parti le terrible blackout vécu la nuit du dimanche au lundi. Qu'est-ce qui s'est passé? Un incendie dont les causes restent encore méconnues. On est dans un RI et c'est le RI, le réseau interconnecté, et le RIMA, le réseau interconnecté avec Manantali qui est parti. Donc c'est trois pays qui se retrouvaient dans le noir, sans tension. Donc pour avoir la cause, il faut qu'on fasse un rapport d'incident, une analyse d'incident pour pouvoir maintenant déceler quelle était la cause. C'est-à-dire que le réseau il est tellement vaste qu'il part de Bel Air jusqu'à Nouakchott en passant par Bamako. Donc il faut recueillir tous les éléments de tous ces gens, de regarder tous les postes, le comportement de tous les postes, le comportement de toutes les centrales, recouper, les mettre dans une échelle de temps pour savoir maintenant est-ce que chaque élément a fait ce qu'il devait faire. Ce travail peut prendre jusqu'à une semaine de l'avis du technicien, mais une chose est sûre pour le ministre, on est en face d'un événement anormal. Le domaine technique, il est ainsi fait qu'il y a plusieurs hypothèses possibles. Quand un événement anormal vient, c'est que les causes normales devraient être justement écartées. On cherche l'exception. Qu'est-ce qui a pu se passer? Les protections existent pour protéger le système. Des surveillances sont là pour veiller, des maintenances sont faites, des
dispositions sont prises pour que ça n'arrive pas. Si ça arrive, il faut chercher la bonne raison. Pas pour accuser encore une fois, mais pour prévenir. Aucune défaillance technique interne n'est à ce stade relevée, non plus une quelconque négligence, dira le ministre. L'enquête se poursuit toutefois. Ce qui est clair et partagé est que ce poste est vétuste. Il aura 60 ans en 2017. C'est pour cette raison un poste nouveau est en construction. Là également, nous avons souvent dit aux Sénégalais que des améliorations significatives ont été constatées par tout le monde dans la fourniture de l'électricité, dans la qualité, etc. Ça, c'est incontestable, indéniable. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'incidents majeurs dans les 2-3 ans à venir parce que notre système reste relativement fragile. Ça, il faut fragile sur 2 points ou 3. Le premier point, donc, c'est la vétusté des infrastructures. Et j'ai souvent dit que Sénélec a un plan d'action prioritaire. Quand on dit prioritaire, c'est que c'est urgent. Dans les 2-3 ans pour régler les problèmes les plus critiques. Et vous avez vu qu'il y a un poste en construction ici, qui coûte 2 milliards et quelques et qui va être inauguré en février 2017. Ceux qui ont subi des dommages ou qui sont blessés ont aussi reçu la visite du ministre et de sa délégation. Cette proximité qu'ils entretiennent avec le poste pose aussi un problème de non-respect des servitudes. L'État ne peut pas être derrière chaque pylône, surveiller chaque ligne. Il y a des cantines, beaucoup trop de cantines sous des lignes à haute tension. Quand on les déguerpit, le lendemain, elles sont remises. Il y a trop d'activités de toutes sortes. L'État entend prendre toutes ses responsabilités dans cette affaire. 150 km de nouvelles lignes de chemin de fer et 15 000 emplois. La nouvelle société ferroviaire Dakar Bamako va bientôt démarrer ses activités en visite de travail à l'ex-Transrail. Le secrétaire d'État au réseau ferroviaire national a rappelé l'ambition du président de la République de moderniser et d'étendre le réseau pour le rendre plus compétitif. Pape Kolingom. C'est à pas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la RTS, 20h, le journal. Voici les titres. Refonte du fichier électoral, carte d'identité communautaire, scrutin du 4 septembre prochain. Les gouverneurs et préfets du Sénégal autour du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, préparent l'administration territoriale à ces échéances. Première étape, l'élection des hauts conseillers. Ce soir, nous nous intéressons au mode de scrutin qui va élire les membres de cette institution. Couleur du Sénégal, la série se poursuit ce soir. Destination Tambacounda pour parler d'un rite Djola, loin de la Casamance, le Boukout, dans cette ville peuplée en majorité de Pelé de Mandingue, un Little Moulamp, le village qui vient d'organiser sa traditionnelle cérémonie d'initiation 36 ans après. Nous y étions, nous y restons. Les îles du Saloum à Dionewar précisément, une île aux 1001 richesses et une légende autour du mot Sangomar, rendu célèbre par le président poète Léopold Sédar Senghor. Au cœur de nos cultures, c'est aussi ces représentations et croyances autour des jumeaux, Ousseynou Hassan, Adama Awa. Plusieurs significations sont données à la naissance de mêmes personnes qui se ressemblent souvent comme deux gouttes d'eau, complices dans la vie, adulées. Les jumeaux, les jumelles sont à la une ce soir. Bonsoir et bienvenue à tous. Rencontre de partage sur la refonte du fichier électoral, la carte d'identité communautaire et l'élection des hauts conseillers prévue le 4 septembre prochain. Le ministre de l'Intérieur a réuni les gouverneurs et préfets du Sénégal afin d'échanger sur ces rendez-vous. Thierno Armolsi. 45 préfets, 14 gouverneurs face au ministre de l'Intérieur. Ces rencontres de partage est axée sur 3 points. La refonte partielle du fichier électoral, mise en exergue. On va partir quand même du fichier existant qui va servir effectivement donc de base. En plus de ça, effectivement, un élément important justement c'est la présence physique, disons, de la personne. D'abord, je rappelle que c'est une opération qu'on va faire en même temps, à 2 opérations qu'on va unifier. C'est-à-dire c'est une opération de délivrance d'une carte d'identité communautaire, mais aussi en même temps la délivrance d'une carte d'électeur. Donc c'est une opération de refonte et en même temps une opération donc de délivrance d'une carte d'identité. En 2017, les Sénégalais auront une carte d'identité biométrique CEDEAO. Gouverneurs et préfets vont jouer un rôle majeur dans le processus. Le ministre de l'Intérieur leur en parle.
Nous avions prorogé l'essentiel des cartes d'identité actuellement détenues par nos compatriotes qui sont pour l'essentiel à expirer, donc au 31 de cette année. D'ici là, nous avons aussi le devoir, en tout cas, de mettre à disposition de nos compatriotes justement donc leur nouvelle carte d'identité. Et je rappelle que ce sont celles-là, ces cartes d'identité donc biométriques CEDEAO, qui seront donc disons mises à leur disposition. Et c'est des cartes aussi qui ont une double fonctionnalité pour le moment en tout cas. Cette fonctionnalité, cette fonction disons d'identification, mais aussi la deuxième fonction donc de servir de carte d'électeur. Le 4 septembre, le Sénégal va choisir 80 hauts conseillers. Le scrutin approche et la capacité managériale de l'administration territoriale est sollicitée. Ce n'est pas une élection qui va nous coûter les yeux de la tête. On le rappelait tout à l'heure, c'est 87 bureaux. C'est vraiment rien du tout. On va le faire dans les 45 chefs-lieux de département. Encore que là, donc, on a 45 disons, centres de vote, 78 bureaux. Très peu de papier. Je pense que c'est une élection qui, objectivement, ne va pas nous coûter beaucoup de choses. J'avoue que 78 millions. 72 millions, voilà, donc il vient de me dire le directeur général des élections. Donc vous comprendrez que ce n'est pas quand même, en tout cas la démocratie vaut plus que ça, je pense. Ce rendez-vous de l'administration territoriale est calé sur 24 heures. Il permettra d'évoquer toutes les questions liées à la gestion des départements et régions du Sénégal. Une rencontre d'échange périodique que le ministère de l'Intérieur compte pérenniser. Après cette rencontre, des réactions... Les bases d'un réseau de professionnels de l'information et de la communication sur l'habitat. Ils font la fierté de toute une localité. Ils sont 5 jeunes formés par le service civique national et se trouvent dans la commune de Ndoga Babakar à Tambacounda. Sur leur terre, ils exploitent 5 hectares. Ibrahim Andong. Une seule ambition, contribuer à l'autosuffisance en céréales. Pour réussir un tel pari, ces jeunes s'investissent dans la culture du maïs. Au nombre de 5, ils ont subi une formation de 2 ans grâce à l'encadrement du service civique national. C'est des gens qui sont soutenus par le service civique national parce qu'ils ont été formés par nous. On les aide dans le cadre de la facilitation à l'insertion. On les a formés, on continue à les aider. Eux, ils travaillent dans leur localité, ils développent l'agriculture et ils en profitent. Tout le village en profite. Ils ont fait un bon travail. Ils exploitent une superficie de 5 hectares dans la commune de Ndoga Babakar. Les champs qui sont à leur disposition sont au nombre de 10. C'est une première. Donc là, vraiment, c'est à magnifier et c'est à remercier. Parce que c'est une première à Ndoga et vraiment, ils nous ont beaucoup aidé. Donc là, c'est le heure-de-taille aussi, c'est le heure-de-taille qui est là. Et nous avons par exemple deux champs aussi. Vous allez voir aussi, si vous avez bien vu aussi, il y a un temps qui a une taille qui est un peu élevée. Donc la sémie n'a pas eu la même date. Donc aussi là-bas, on l'a sémé par exemple le 9 et là c'était le 17 juillet. Donc il y avait une petite différence, c'est ça. Là nous avons aussi là, en 3 hectares, là c'est 2 hectares. Nous souhaitons que le ministre nous aide pour qu'on puisse continuer sur ces genres de projets. Parce que c'est un projet qui est très important. Parce que toute la localité veut en bénéficier. Cause pour laquelle nous tendons la main au ministre et que nous disons encore à notre DG de beaucoup nous aider encore. Ces exploitations agricoles constituent un impact réel pour ces jeunes. C'est une opportunité, comme on le dit. Vraiment, c'est une grande opportunité pour les jeunes. Depuis des années passées, j'étais imprégné vraiment dans l'agriculture et tout le temps, c'est ce que j'ai fait et j'encourage vraiment les jeunes qui sont derrière moi à vraiment aller à l'avant sur l'agriculture. Le Sénégal importe chaque année plus de 200 000 tonnes de céréales, estimées à des milliards de francs CFA. En instaurant ces pratiques, je pense que même si c'est minime, 10 fois au Sénégal correspondent à peu près à 100 hectares cultivés par des récipiendaires du service civique national. Donc cet argent qui était destiné à d'autres paysans, aujourd'hui, reste entre les mains de la jeunesse sénégalaise. Ces jeunes peuvent désormais gagner leur vie d'une manière décente grâce au programme de réinsertion des volontaires de l'agriculture intitulé Émergence Maïs. Du matériel agricole a aussi été offert aux jeunes par le ministère de la Jeunesse. Objectif, les encourager à travailler davantage pour l'autosuffisance en céréales.
Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime à Saint-Louis au Marguerite s'est rendu au quai de pêche de Guendar et à Goromac. Il a pu constater les dégâts causés par l'avancée de la mer sur les infrastructures qui abritent l'activité de pêche. Il annonce dans la foulée des solutions d'urgence. Lamine Touré. Un constat difficile, témoigne le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. Il s'agit de l'avancée de la mer. Rien n'est épargné ici, à Guet-Ndar. Le quai de pêche est à sauver dans l'urgence. Nous avons visité le quai de pêche et nous avons pu constater sur place, avec vous d'ailleurs, que la situation est extrêmement critique et qu'il va falloir prendre d'ailleurs des mesures d'urgence pour sécuriser le quai. Et à ce niveau-là, Madame le préfet, Monsieur le gouverneur et encore les autorités administratives vont prendre les mesures nécessaires de sécurisation du quai. Ainsi, l'avancée de la mer à Saint-Louis n'est plus alors une problématique sectorielle, elle est globale et les projets structurants de l'État pour sauver cette situation sont annoncés aux populations. Des mesures fortes seront prises. Il faudrait aussi envisager même le déplacement des populations parce que la mer avance à une vitesse